Donc, le constat, c'est que il y a beaucoup d'entre vous qui ont des difficultés en programmation. C'est-à-dire il y a un véritable gap. Il y a un groupe de personnes qui se connaissent en programmation. C'est-à-dire que, et il y a un autre groupe de personnes qui accusent un retard considérable. C'est-à-dire que le gap est un peu, c'est alarmant. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui savent programmer et qui peuvent faire un TP complet. Et il y a un groupe de personnes qui ont même les difficultés d'ouvrir un fichier, compresser tout ça. Donc, j'ai reçu des messages et j'ai essayé autant que je peux pour répondre à certains de ces messages. Donc, il y a un véritable gap entre ces deux groupes de personnes. Donc, du coup, s'il faudrait se baser sur l'examen final, parce qu'au départ, je voulais juste récupérer les TP et puis faire un examen final, euh, il y aura beaucoup de faibles notes. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui vont, euh, soit je réduis c'est-à-dire que je donne des exercices très faciles et du coup, il y aura des très fortes notes et puis ceux qui ont des difficultés vont s'en sortir avec une moyenne. Soit je garde le niveau et là, du coup, il y aura ceux qui s'en sortent et ceux qui ne s'en sortent pas vont se retrouver avec des très faibles notes. Donc, à cause de ce gap, ce que je vous propose de faire, c'est de vous mettre en groupe de deux personnes. Euh, Ceux qui s'en sortent très bien, prenez une autre personne qui a des difficultés en programmation et essayez de travailler sur ce projet-là. Le projet n'est pas compliqué. Si vous le réalisez, au trop, c'est trois fichiers, peut-être trois classes, au trop, et avec peut-être une classe qui représente le plateau, une classe qui va représenter le jeu, et puis une classe qui va représenter la cellule. Et puis, votre plateau sera juste une liste de cellules, et chaque cellule a un état. Donc, avec trois fichiers Java, vous pouvez réaliser ce jeu-là. Donc, du coup, mettez-vous en groupe de deux personnes. Ceux qui ont des difficultés, vous mettez avec un autre binôme. Et ce projet va au moins se compter pour un bon pourcentage, ce qui va permettre un peu d'amortir euh, votre note dans l'examen final. Parce que sinon, ça va être uniquement l'examen final, ça va être catastrophique pour certains. Donc, le jeu, c'est un jeu de société, jeu de loi. J'espère que vous m'entendez. Donc, je vais essayer d'expliquer ce projet pour que ceux qui ont déjà la main en Java puissent effectivement commencer. Le but du projet est de réaliser le jeu de loi. On appelle ça Goose Game. Vous pouvez saisir sur Wikipédia ou sur Internet, de façon générale, le jeu de loi. Il va vous donner plus d'explications comment est-ce que le jeu se déroule. Si vous voulez saisir en anglais, vous pouvez utiliser Goose Game. OK. Donc, j'espère que vous voyez mon PDF que j'ai partagé là sur le projet final. Dans la description du jeu, le jeu de loi est un jeu de parcours datant du XVIe siècle qui se joue à deux. Monsieur, c'est le TP3 qui est l'examen final. Non, l'examen final, vous le ferez en classe. Mais d'abord que le professeur finisse de parler, non, mon frère. L'examen final sera en classe. Vous le ferez en classe et puis on va ramasser les copies, on va me faire parvenir ces copies-là. Donc ça, c'est un projet. OK. Le jeu de loi est un jeu de parcours datant du XVIe siècle qui se joue à deux ou plus et dans le but de traverser 63 cases. En fait, il s'agit de traverser 64 cases. J'ai fait ça vraiment à la hâte. Donc, vous allez. En fait, c'est 64 cases parce que les cases partent de 0 à 63. OK. Donc, il s'agit de traverser 64 cases. Ouais, du coup, vous avez déjà une idée de comment est-ce qu'on peut modéliser cela. Les cases sont numérotées de 0 à 63 et le but est d'être le premier à arriver sur la dernière case.
Donc, ici, c'est plutôt 4. OK. Voilà. Donc, 64 cases. Le but est d'arriver à la dernière case, c'est-à-dire qu'à la case 63. Il faut être au minimum 2. La description du jeu sur Internet vous parlera de plusieurs joueurs, mais dans le cas de ce cours, on va se limiter à 2 joueurs, minimum 2 joueurs. Le jeu se joue avec 2 dés, c'est-à-dire que vous avez 2 dés de 6 faces. Donc, les dés vont aller de 1 à 6, comme ça fait 6 faces. Et chaque joueur utilise 2 dés. C'est-à-dire que si le joueur 1 joue, il balance 2 dés. Balancer 2 dés en programmation peut simplement être modélisé par la fonction random. Donc, vous utilisez random pour générer 2 nombres. C'est une façon de modéliser le choix de 2 nombres. Ces 2 nombres doivent être entre 1 et 6. On déplace les pions en fonction des résultats des 2 dés. Donc, lorsque les résultats des appels du random vous produisent les valeurs des 2 dés, vous vous déplacez en fonction de ces résultats. Traditionnellement, un premier coup décide de celui qui va jouer. OK, puisque vous avez 2 joueurs, le plus souvent, on décide de faire un autre random afin de décider qui commence le jeu. Okay. Donc, du coup, vous avez un plateau qui est composé de 64 cases. C'est ça pourquoi j'ai utilisé 60. OK. Et vous avez 2 dés et un pion pour chaque joueur. Donc, chaque joueur aura un pion. La règle du jeu, est assez simple. Donc, qui fait 9, somme des 2 dés au premier jet ira à la case 26. C'est-à-dire, une fois que vous avez décidé que c'est le joueur A qui commence, prenons 2 joueurs, joueur A et joueur B. Si c'est le joueur A qui commence, suite à un random, si ce premier joueur A fait un 9, c'est-à-dire qu'il a jeté ses 2 dés, et les faces des 2 dés, c'est 6 et 3. 6 plus 3, ça fait 9. Donc, s'il produit un résultat 9, alors il s'en va directement à la case 26. C'est-à-dire que tous ont commencé à la case 0. Et après avoir balancé les 2 dés, lors du premier tour, s'il fait un 9 en jetant 6 et 3, alors il s'en va directement à la case 26. Okay? Par contre, s'il réalise un 9 en faisant un 4 et 5, c'est-à-dire que puisqu'on balance 2 dés, si les deux faces, si les faces des dés, c'est 4 et 5, alors il s'en va directement à la case 53. OK? Ça, c'est le premier jet. Maintenant, si un joueur tombe sur la case 6, c'est-à-dire qu'en jetant les 2 dés, si la somme des résultats fait 6, on peut avoir par exemple 2 et 4, on peut avoir 3 et 3, on peut avoir 5 et 1. Donc, si le résultat, la somme de ces 2 dés fait 6, il doit se rendre immédiatement à la case 12. Parce qu'en fait, au niveau de la case 6, il y a un pont. Okay? Il y a un pont qui permet de passer directement de 6 à la case 12. Okay? Donc, s'il arrive à la case 6, il peut simplement jump pour se retrouver à la case 12. S'il tombe à la case 19, okay, dans la case 19, il y a un hôtel. Dans cet hôtel, il va se reposer pendant 2 jours pratiquement. C'est-à-dire qu'il y aura 2 coups qui vont le traverser. Puisque c'est je joue, le joueur A joue, le joueur B joue. Le joueur A joue, le joueur B joue. Donc, s'il tombe sur la case 19, il va se reposer pendant 2 tours. C'est-à-dire que le joueur B aura la possibilité de jouer 2 fois. OK. Le joueur qui tombe sur la case 31, si on tombe sur la case 31, cela correspond en fait à un puits. Dans ce cas, le joueur qui tombe dans cette case attendra qu'un autre joueur vienne prendre sa place. Okay? Tant qu'un autre joueur ne vient pas prendre sa place, il va rester dans ce puits. Donc, cela correspond au puits. Il attendra qu'un autre joueur arrive au même numéro et prenne sa place. Okay?
prenne sa place. Je réfléchissais à cette condition parce que puisqu'il s'agit de deux joueurs, on risque de se retrouver une situation où le joueur est tombé dans le puits et puis le seul joueur va jouer jusqu'à arriver à une condition finale. Okay? Mais prenez ça en compte parce que plus tard, il y a une condition que je vais clarifier là. Donc, s'il est dans le puits, il attendra qu'une autre vienne prendre sa place. Celui qui tombe sur la case 42, cela correspond à un labyrinthe. Donc, si tu tombes sur la case 42, tu repars automatiquement à la case 30. Donc, la case 42 te ramène à la case, c'est comme une porte dont la sortie, c'est à la case 30. Donc, et le joueur qui tombe à la case 52, cela correspond à une prison. Et il attendra qu'un autre joueur vienne au même numéro pour partir. Ici, en fait, il ne s'agit pas de remplacer le joueur qui est à la case 52. Okay? Donc, si le joueur arrive à la case 52, si un autre joueur arrive à cette même case, alors, lors du prochain tour, c'est-à-dire que lors du prochain tour, le joueur qui se retrouve à la case 52 peut donc partir. Okay? C'est-à-dire qu'il aura la possibilité de jouer et de partir de cette case 52. Et le joueur qui était là peut également partir. Donc, c'est différent du puits où il s'agit de remplacer le joueur qui s'y trouve. Ici, si deux joueurs arrivent à se retrouver dans la case 52, celui qui était là peut donc partir. Celui qui peut partir et le tour continue normalement. OK. Le joueur qui va sur la case 58, cela correspond à la case dite tête de mort. Alors, il recommencera à partir du début. Donc, si tu tombes à la case 58, tu repars à la case de départ, qui est tous à la case 0. Okay. Maintenant, celui qui est rejoint par un autre joueur sur la même case, regardez qu'il y a les cases 6, 12, 19 et puis 35, 42. Toutes les autres cases sont considérées comme des cases Y. Et qu'est-ce qui se passe? Si un joueur rejoint un autre joueur sur la même case, alors il devra simplement changer c'est-à-dire que les deux joueurs vont s'échanger de place. Si A se retrouve à la case 15 et B vient se retrouver à la case 15, ce qu'ils vont faire, ils vont juste s'échanger de place. Donc A ira où se trouvait B et B va récupérer la position 15. OK? Donc ça, c'est pour toute autre case. Donc celui qui est rejoint par un autre joueur sur la même case devra se rendre sur la case où l'autre joueur se situe avant de jouer, c'est-à-dire qu'il s'échange de place. Les autres cases dites cases Y vous permettent de vous déplacer du même nombre de cases, c'est-à-dire que si j'ai fait un résultat, la somme des 2 dés, si ça m'a donné 5, je vais me déplacer de 5 cases, ainsi de suite. Okay. Une case peut donc être de type Y, pont, hôtel, puis labyrinthe, prison, tête de mort ou dernière case. Dernière case, c'est la case 63. Donc, avec ça, vous pouvez déjà vous pouvez peut-être créer un type énuméré pour désigner les différents types de cases qui existent. OK. Et puis, pour une case donnée, il y a son type, il y a son identifiant, ainsi de suite. Et puis, il y a aussi son comportement que vous pouvez chercher à écrire. Donc, réfléchissez à ce que vous pouvez faire, mais sinon, moi, je vois au maximum trois classes. Il y aura sûrement des petites classes qui viendront. Pour la fin de la partie, pour gagner une partie de jeu, il faut être le premier à arriver sur la case 63, mais avec l'obligation d'arriver pile sur cette case. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dépasser, il s'agit d'arriver net sur cette case 63. Au cas où le joueur fait un score OD supérieur au nombre de cases le séparant de la victoire, il devra reculer d'autant de cases supplémentaires. C'est-à-dire que s'il arrive à déborder
le nombre de cases 63, OK, ce que vous devrez faire, vous devez reculer d'autant de cases que de résultats produits. Par exemple, s'il était à la position 60, c'était à la position 62, OK? Normalement, OK, s'il est à la position 60, 60, il faut qu'il produise un résultat égal à 3 pour passer à la case 63. Mais s'il a produit 5, vous risquez de déborder. Si vous faites 60 plus 5, vous risquez de déborder. Donc, ce qui se passe, s'il produit 5, il va reculer de 5. OK? Donc, il va reculer de 5. Il faut qu'il tombe pile sur la valeur 63. Au cas où le joueur fait un score qui est supérieur de la case de ses parents, il devra reculer d'autant de cases supplémentaires. OK. Oh non, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il devra reculer cette fois-ci de 2, pas de 5. OK? Je reprends. Il est à la case 63. Il est à la case 60. Il fait un jet qui lui donne un résultat de 5. Ça veut dire qu'il a débordé de 2. Okay? Donc, il recule de 2 à cette position 53, à la position 60, il recule de 2, il va se retrouver à la position 58. Est-ce que c'est clair? OK. Le NB ici, si un joueur tombe sur une case déjà occupée par un autre joueur, il renvoie ce dernier à la case où il est parti. Nous l'avons déjà dit. Donc, il s'échange de place. Il ne peut y avoir qu'un joueur par case. Okay? Il ne peut y avoir qu'un joueur par case. Donc, le travail à faire, on vous demande d'écrire le programme correspondant à la description du jeu. On ne vous demande pas de fournir une interface graphique. Donc, il ne s'agit pas de fournir une interface graphique qui va représenter un pont. Si vous partez sur Internet et vous cherchez la description du jeu, on va vous présenter le plateau. Et sur ce plateau, les cases sont représentées par des oies, une prison, un pont, ainsi de suite. Donc, il ne s'agit pas de fournir l'interface graphique, puisque vous n'avez pas encore fait la programmation graphique en Java. Vous pouvez cependant fournir un affichage qui est intuitif sur la console. C'est-à-dire que sur la console Eclipse ou bien NetBeans, dépendant de ce que vous avez utilisé, sur cette console-là, il faut au moins qu'on trouve une représentation de votre plateau. Vous pouvez faire une représentation 9 sur 9. C'est-à-dire que vous représentez, par exemple, des étoiles. OK, je vais essayer de... Donc, essayez de penser à quelque chose d'intuitif qui permet au moins de savoir. OK, je vais... OK, OK, vous pouvez peut-être faire quelque chose comme ça. Vous pouvez représenter les cases. Vous représentez ces cases comme ça. Ça fait, vous faites 9 lignes et puis vous faites comme ça 9 colonnes. OK, donc ça va vous faire 64 en tout. Et chaque fois, par exemple, si vous prenez 2 joueurs, on va peut-être prendre le joueur O et disons le joueur T. Et chaque fois qu'il y a peut-être un déplacement, vous pouvez dire, si le joueur O se trouve à cette position, vous pouvez plutôt représenter cette case-là par O. Okay? Et les cases vides, vous les représentez par exemple par étoile. Donc, faites quelque chose qui soit intuitif. Okay? Et si c'est le joueur T qui se retrouve à cette position, vous représentez T dans cette position. Okay? Et chaque fois qu'il y a, par exemple, une mise à jour, c'est-à-dire que si le joueur O a joué, chaque fois qu'il y a une mise à jour, vous essayez de réafficher le plateau afin qu'une personne ait une idée. Et maintenant, vous pouvez dire c'est le tour de telle personne à jeter le dé. Okay? Donc, essayez de penser à comment est-ce que vous pouvez rendre ça de façon interactive. Vous pouvez décider de dire, OK, le joueur T va peut-être représenter, le joueur O va représenter votre ordinateur et
Et chaque fois que vous jouez, vous passez la main à l'ordinateur. L'ordinateur génère ces deux valeurs et ensuite, il joue automatiquement et il dit maintenant, c'est votre tour à jouer. OK? Et là, vous pressez peut-être Enter, Entrée, pour demander une façon de dire, je jette mes dés. OK? Donc, après avoir cliqué sur Entrée, il faudrait un test qui s'affiche pour dire vos 2 dés ont produit, par exemple, tel et tel. Et on réaffiche le plateau afin de montrer quel est l'état actuel de votre plateau, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas d'interface graphique à fournir, juste un affichage intuitif. OK. Après chaque coup, jeu de dés, l'état du plateau est mis à jour et affiché à l'utilisateur. Donc, ce que je disais, après chaque coup, vous affichez l'état. Okay. Bon, puisque vous jouerez contre l'ordinateur, quand l'ordinateur joue, vous faites un message là, dans quelle position est-ce qu'il a joué et quels sont les dés qui ont été produits. Ainsi que le résultat des dés et une courte description de l'action réalisée, c'est-à-dire que après avoir joué, vous pouvez dire si le joueur D se nommait par exemple Bob, Bob est en prison. C'est-à-dire que si Bob a joué un jeu qui l'a conduit en prison, vous pouvez dire que Bob est en prison. Et si, par exemple, si Bob tombe sur la case 52, vous dites qu'il est en prison. Si par contre, si Bob tombe sur la case 6, vous pouvez afficher un message pour dire que le joueur Bob ou bien le joueur O ou le joueur T a été téléporté à la case 12 parce que quand on joue à la case 6, il y a automatiquement une voie vers la case 12. OK. Et remarquez très bien que lorsqu'on fait un retour en arrière et qu'on retombe sur la case 6, il faudrait effectivement téléporter à la case 12. Et si vous arrivez à la case 12, qu'il y a déjà un autre joueur, d'après la règle qui dit qu'il ne doit pas avoir 2 joueurs sur la même case, alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez automatiquement changer de place. Okay? Vous devez changer de place avec l'ancienne position de là où Bob venait. Okay? Bob est peut-être à la position 2 et il joue pour la position 6, mais il sera téléporté vers la position 12. Et s'il y avait déjà un pion dans la case 12, 12 va repartir à la position initiale qui est la position 2. Sa position d'origine avant d'être téléporté. OK. On chercherait également à détecter les parties infinies. Puisqu'il s'agit de 2 joueurs, on peut se retrouver dans une situation où Bob est en prison et l'autre joueur se retrouve, par exemple, dans un puits et les deux attendent qu'un autre joueur vienne les faire sortir de prison ou bien vienne les remplacer dans un puits. Okay? Donc, dans de telles situations, il s'agit d'une partie qui est en fait bloquée, le deadlock. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation de blocage. Il faudrait que votre algorithme, après avoir fait chaque jeu, vous faites une boucle rapide là, ou bien vous pouvez mettre des flags, c'est-à-dire des drapeaux, pour savoir est-ce qu'il s'agit d'un état bloqué. Puisque je connais l'état actuel de mon premier joueur, je connais l'état actuel de mon deuxième joueur, je peux savoir si c'est un état infini. Il suffit de vérifier si les deux ne sont pas en prison, ainsi de suite. Donc, vous avez une idée des états qui sont en quelque sorte des états bloqués. Donc, vous devez détecter les parties infinies. Il s'agit des cas où les deux joueurs sont dans des cases pièges. On se limitera à 2. OK. C'est tout. C'est là la description du projet. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Donc, si vous avez des questions sur le projet, vous pouvez les poser.